Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de chapitres de The Elusive Samurai. Aujourd'hui je couvrirai les chapitres 2 et 3 qui terminent le petit arc d'introduction. Pour ce chapitre 2, ce qui est notable, c'est d'abord Tokiyuki qui aperçoit les bannières des clans de samouraïs qui étaient autrefois fidèles au shogunat et qui se sont rebellés. Cela attriste encore plus Tokiyuki et se demande vraiment comment son talent pour la fuite lui serait utile. On voit donc encore que le jeune garçon n'a pas encore vraiment confiance en lui et aux prédictions de Yorishige. D'ailleurs, j'aime bien le fait que le héros ne le soit pas encore, malgré sa résolution à la fin du précédent chapitre. Il y a donc vraiment une construction progressive qui se fait, et ça j'aime bien. Il ne faut pas non plus que le héros soit tout de suite, comme j'ai déjà dit, sans peur et sans reproche. Ensuite, le second moment important qui se passe juste après, c'est donc encore Tokiyuki qui apprend la mort de son demi-frère Kunitoki, qu'il pensait en sécurité avec son oncle Godain. Bon, j'avoue que la prononciation du mot n'est un peu inconnue, je ne sais pas très bien, il y a un A et deux I, puis un N, c'est un peu compliqué, donc je vais dire Godain, et bon, bah, si c'est pas bon, tant pis. Donc qui est le frère de la mère de Kunitoki. Parce que dans le petit arbre généalogique, nous avons donc le régent Takatoki, qui a eu deux femmes, qui a une concubine et sa femme officielle, hein, ça se faisait régulièrement à l'époque. Et donc Kunitoki est donc le fils de la concubine, et Tokiyuki est le fils de la femme officielle. Et donc Godain est le frère de la concubine. Voilà, ça fait un peu Dallas, mais je pense que c'est intéressant de le montrer. Et d'ailleurs, c'était expliqué dans une case du manga. Donc voilà, bref. On apprend que en fait, Godain a trahi son neveu et l'a donné en pâture aux clans rebelles qui ont décapité sur le champ le pauvre garçon. Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, hein. C'est quand même un peu triste. Si Tokiyuki prend évidemment très mal cette nouvelle, vomissant littéralement cette trahison, une bonne mise en scène d'ailleurs que j'apprécie, parce qu'on voit bien comment exprimer le total dégoût de Tokiyuki dans une seule case de manga. Mais pour en revenir au récit, Yorishige se saisit de cette occasion pour lui démontrer comment il pourrait se venger et reprendre le pouvoir, non sans une intervention des plus phoques une fois de plus. Encore une fois, Yusei Matsui alterne le drame et l'humour, qui souvient sans prévenir, puis repart aussitôt. C'est toujours aussi étonnant qu'amusant, et dans un sens, ça fait un peu sens du titre aussi, hein, l'humour est aussi insaisissable que Tokiyuki lui-même. Pour en revenir au récit, Yorishige décide donc de retrouver Godain et de lui tendre un piège avec Tokiyuki comme appât. Godain est ensuite présenté en pleine page d'une manière assez épique et extravagante qui deviendra ensuite le style de présentation des ennemis de Tokiyuki. Je trouve ça plutôt impressionnant et donne vraiment une carrure à l'ennemi à venir, tout fourbe qui peut être comme les Godain. Le piège fonctionnera donc plutôt bien car l'oncle traître, en quête de reconnaissance et de richesse, ayant d'ailleurs échoué à cela en dénonçant Kunitoki parce que apparemment le fils de la concubine c'était pas assez important, il retrouve alors lui aussi le jeune garçon et tente la même technique qu'avec Kunitoki justement pour l'embrouiller et tenter de le capturer. Pas de chance pour lui, Tokiyuki connaît sa traîtrise et le fait rapidement savoir alors que deux des serviteurs de Tokiyuki qui ont été introduits très platement auparavant, ce qui je trouve un peu dommage, tentent de l'attaquer par surprise. Cependant, Godain étant aussi fourbe que doué au sabre, il part le coup en traître pour ensuite se jeter sur Tokiyuki, qui est lui aussi prêt à combattre. C'est ainsi donc que se termine le chapitre 2 avec cet inquiétant cliffhanger. D'ailleurs, en parlant de cliffhanger, j'en profite pour dire que généralement les cliffhangers justement de Yusei Matsui sont plutôt bien placés en fin de chapitre, toujours avec des cases bien épiques, comme ici on voit ici Godain fonçant sur Tokiyuki, où bon, il a un sens encore une fois de la perspective bien placé, parce qu'on voit Godain qui est énorme, il est beaucoup plus grand que ce qu'il devrait être, même si bon, Tokiyuki n'est qu'un enfant, mais bon, quand même, là, c'est bien exagéré. Mais on sent vraiment toute la menace que pourrait être Godain face à Tokiyuki. Ça fait un peu, c'est David contre Goliath, et donc voilà, c'est vraiment un petit cliffhanger plutôt sympa.
Et bon, d'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être vu l'attaque des Titans, moi ça me fait penser un peu enfin, la tête que fait Godine, ça fait et le corps un peu osseux comme ça me fait penser à un Titan. Voilà. Bref, j'ai pas beaucoup vu l'attaque des Titans, mais ça me fait penser à ça. Le chapitre 3 s'ouvre donc sur le combat entre Godine et Tokiyuki, aidés par ses deux serviteurs. La confrontation semble être compliquée pour eux, car ils doivent protéger Tokiyuki et en même temps attaquer Godine, qui prend donc l'avantage sur le combat. Ce sera donc ce combat qui sera le point principal de ce chapitre. Il est aussi amusant de voir que la taille de Godine s'est un peu transformée. Elle n'est plus dessinée sommairement avec des traits un peu lâches comme il peut l'être, mais avec des traits très détaillés, voire même exagérément détaillés, qui amplifient donc les expressions faciales du personnage et lui donnent un aspect assez terrifiant. Cela dit, sentant ses protégés en difficulté, Yorishige crie aux serviteurs de Tokiyuki de se retourner à leur grande surprise. Cependant, quand les serviteurs reviennent vers lui, donc vers Yorishige, il pointe le fait que Tokiyuki n'a pas besoin d'être protégé, car il peut instinctivement éviter tous les coups pourtant rapides et puissants de Godine. Et c'est ensuite que Yorishige explique dont j'avais déjà parlé dans la précédente review, c'est justement l'intérêt en fait, du personnage de Tokiyuki. C'est que dans les moments de paix, c'est un jeune garçon tout à fait normal. Hein. Comme il dit, il est bon, attentionné, rétif au conflit, comme il dit. Donc, et bon, voilà, le gamin, il veut vivre sa vie tranquille et qu'on le dérange pas, quoi. Mais qu'alors, quand il est face à une situation de combat ou en tout cas de survie, le gamin se transforme en une espèce de monstre d'esquive et de survie justement. Et donc il arrive alors à éviter tous les coups les plus vifs des combattants les plus puissants, comme aussi on le voit avec Godine. Et donc je trouve ça intéressant que dans le manga, enfin en tout cas dans ce chapitre, on explique un peu cette dualité de Tokiyuki, où l'on voit généralement quand il est justement en situation de combat, on voit que son regard change, il est déterminé, Matsui le dessine avec des yeux plus détaillés, comme si j'avais déjà dit, il est entrant dans une espèce de transe pour survivre à ce combat. Et donc voilà, moi je trouvais ça intéressant que dans l'histoire elle-même, on explique donc aux deux serviteurs de Tokiyuki ce qui fait sa capacité, enfin sa dualité plutôt, que les deux serviteurs n'avaient apparemment peut-être pas compris, peut-être trop concentrés sur le combat. Et je pense que c'est pour ça du coup que Yorishige les a fait revenir en arrière, justement pour avoir un œil plus calme et plus concentré sur autre chose que le combat. Donc voilà, tout ça se passe sur 2-3 pages, mais je trouve ça intéressant que Matsui le, le mette vraiment en case. Et que bon, même si je pense que si on a un peu bien lu le premier et deuxième chapitre, on l'a compris, mais j'aime bien qu'il le mette en scène pour les personnages, quoi. Donc voilà. Et donc maintenant, retrouvons Yorishige qui demanda alors à ses deux compagnons de privilégier l'attaque, car dans ce domaine, Tokiyuki est une faiblesse assez risible. C'est d'ailleurs assez marrant que dans une case, justement dans une case du manga, on voit Tokiyuki essayer de faire une attaque sur Godine, mais il attaque tellement mollement que c'en est vraiment ridicule. Et bon, encore une fois, une petite touche d'humour dans un combat pourtant aussi mortel que épique. Cela montre une fois de plus la clairvoyance de Yorishige, qui comprend rapidement comment les deux serviteurs sont le plus efficaces pour aider Tokiyuki. Ses prédictions du futur sont certes un peu bidons, mais sa clarté de vision du combat est assez impressionnante. Godine n'est pas en reste, car rien qu'en observant les yeux de Tokiyuki, il comprend que même le plus puissant des guerriers pourrait passer sa vie à tenter d'atteindre le jeune garçon et encore échouer. C'est expliqué dans deux cases vraiment très bien faites, je trouve. J'aime d'ailleurs beaucoup l'intensité du regard de Tokiyuki en arrière-plan sur la première case. On sent vraiment qu'il est encore dans cette transe dans laquelle il se met pour le combat ou pour fuir. Et donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué, je veux dire, sur cette page de manga.
Ensuite, après avoir été conseillés par Yorishige, les serviteurs, dont on apprend enfin les noms, après 2 chapitres, se ruent sur Godain et l'attaquent avec une confiance retrouvée. L'oncle traître se retrouve alors rapidement acculé, et c'est là que Tokiyuki passe une première étape dans son développement en achevant d'un coup puissant de sabre le vil Godain, qui est décapité sans presque aucun remords. La case ferait presque toute la page et est dénuée de décor pour qu'on concentre bien sur l'action du jeune garçon qui, en fuyant, déploie une force bien supérieure au coup très mou qu'il peut donner en temps normal. J'aime aussi le fait que la tête de Godain se transforme en démon japonais pour bien marquer le fait que Tokiyuki décapite un être maléfique, surnommé plutôt le démon du jeu. Après cette tranchante victoire, la transition m'apparaît un peu brutale car on retrouve tout le groupe dans la forêt surplombant Kamakura et tentant de se frayer un chemin. J'aurais aimé que ce qui va se passer ensuite se passe auprès du cadavre de Godain, ça aurait plus d'intensité je pense, mais bon c'est ainsi. C'est pas une volonté macabre de voir juste son cadavre gésir, je crois que c'est ça qu'on dit, gésir, sur le sol, mais voilà, je me disais, Tokiyuki a quand même abattu son premier ennemi, c'est certainement même la première personne qui tue de toute sa jeune vie. Donc, je sais pas, j'aurais préféré, ça au moins t'as pas de transition aussi brutale que la décapitation elle-même. Mais revenons à cette chapitre, donc dans cette forêt qui surplombe donc Kamakura, Yorishige expliqua alors à Tokiyuki que pour regagner ce qu'il a perdu grâce à sa capacité unique de fuite, il doit devenir un général de valeur que l'ennemi viserait et ensuite avoir des compagnons qui pourraient combattre en son nom, comme pour le combat contre Godain. Donc c'est vraiment faire cette stratégie, mais au plan national, si je puis dire, ce qui est une très bonne idée. Encore une fois, Yorishige s'explique par les faits et arrive donc à se faire comprendre autant par les serviteurs que par Tokiyuki, qui réaffirme alors son désir de se battre pour reconquérir sa bien-aimée Kamakura. Voilà donc pour le chapitre 3 qui conclut ce petit arc d'introduction qui, en plus de planter le décor et d'introduire les personnages principaux, montre bien toute l'importance de Yorishige. Car si le prêtre a l'air louche et exubérant, il a une vision claire de comment reprendre le pouvoir et comment utiliser le potentiel de ses compagnons. C'est lui aussi le soutien moral de Tokiyuki pour que ce dernier ne se laisse pas abattre, donc je trouve ça vraiment intéressant pour la suite et une introduction de personnage plutôt bien faite. Car grâce à ça, Tokiyuki progresse déjà un peu et peut déjà au moins venger son demi-frère, et cela assez tôt dans le récit. C'est donc assez satisfaisant. Surtout que le Godain, c'était quand même un beau salopard. Je terminerai donc en disant que maintenant je ferai la review de moments importants de l'histoire, et donc ne ferai pas de review du chapitre 4. Je résumerai un peu avant de commencer la review du moment que j'aurai choisi, mais ce sera tout. Car sinon on en a pour trop longtemps et il ne se passe pas non plus des choses extraordinaires à chaque chapitre. Surtout que maintenant l'histoire va un peu ralentir parce que bon voilà l'introduction est faite. Il faut quand même maintenant se reposer un peu. Donc voilà, je choisirai un moment, je crois que je l'ai déjà en tête d'ailleurs. Donc voilà, ce sera peut-être moins ordonné, on va dire. Bon, ce sera toujours chronologique, mais ce ne sera pas toujours des chapitres bien précis. Donc voilà, une fois de plus, si vous m'avez écouté jusque-là, eh bien merci à vous, et à la prochaine pour une nouvelle insaisissable review.